Bienvenue chez LuxGears. Hello. On s'installe à bord de cette Volvo. Alors c'est la EX40 Recharge Single Motor Extended Range. Je me trompe, c'est la EC40. Pourquoi? Parce que c'est comme coupé. Parce que précédemment, elle s'appelait la C40. Oh là là, les amis, il faut que j'assimile. Et donc, on a la EC40, la EX30, la EX40, qui est la version, on va dire, non coupée de la C40. Et puis en plus, on a la EX90, qui est la toute grosse, 100% électrique. Donc, vous allez me dire, pourquoi est-ce que je teste de nouveau cette voiture? Parce que je l'ai testée il y a, je crois, 6 à 9 mois, la C40 Recharge. Alors, il y a deux choses principales qui ont changé, bon, à part le nom. C'est que à l'époque, quand j'ai testé la C40 Recharge, c'était la version traction, donc roue avant motrice. Et aussi, c'était la petite batterie de 69 kWh. Aujourd'hui, cette deuxième génération, si on peut l'appeler comme ça, c'est une propulsion, donc elle a mis son moteur à l'arrière sur l'essieu arrière au lieu de l'avant. Ce n'est pas le même moteur, c'est un nouveau moteur développé par Volvo. Il est un peu plus puissant et je vais directement enchaîner avec la fiche technique puisque c'est quelque chose que vous aimez bien, pas vrai? Alors, on apprend principalement une chose, c'est qu'on a un moteur plus puissant. On a effectivement 252 chevaux et 420 Nm au lieu des 231 et 330 Nm. Donc ça, c'est la grosse différence. L'autre différence aussi par rapport au modèle que j'ai essayé, c'est qu'ici, on a affaire à la version Extended Range, donc avec la grosse batterie qui fait 82 kWh de capacité. Ou alors, si vous prenez la Standard Range, c'est 69 kWh. Donc ça influe à la fois sur l'autonomie qui gagne, on va dire, un tout petit 100 km et aussi sur le poids parce que la voiture est un tout petit peu plus lourde avec la plus grosse batterie et surtout le prix parce qu'elle est affichée 3 000 € de plus pour faire l'upgrade de grosse batterie. Ensuite, au niveau du poids, on est légèrement au-dessus des 2 tonnes. Les performances 0 à 100, 7 secondes 4, ça n'a pas bougé. Par contre, la vitesse de pointe est désormais de 180 km/h au lieu des 160 au préalable. Alors, est-ce que c'est important sur une voiture électrique? J'aurais tendance à dire non, parce qu'à ces vitesses-là, on consomme tellement que c'est de très brefs moments qu'on va utiliser à haute vitesse. Pour le reste, je dois dire que la voiture est essentiellement la même au niveau esthétique. Il y a quelques petits détails que vous verrez ont changé et c'est pour ça qu'on la teste. Sur ce, avant de commencer tout ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Alors vous voyez aujourd'hui, il fait pas beau. Moi je comptais vous faire des images d'extérieur, ça va être compliqué, mais on va tenter le coup quand même. Alors, je vais faire mon petit parcours, je dirais pas habituel, mais un parcours que j'aime bien faire parce que on n'a pas trop de trafic, on a des routes assez variées et comme ça, on n'est pas embêté. Donc déjà, allez, comme la précédente, c'est aussi silencieux, c'est doux, c'est très agréable, position de conduite toujours aussi bonne. On a ici dans cette version aussi une version full tissu, la précédente que j'ai testée, d'ailleurs je vous mets le lien ici. Alors déjà au niveau de la conduite, ces voitures électriques qui sont lourdes et qui sont montées avec des grosses roues, eh bien elles sont un petit peu sèches sur les irrégularités. Et ça c'est le truc qui m'embête un petit peu à chaque fois, c'est que quand on a des petites bosses, ça trépide un peu. C'est pas quelque chose dont je suis fan. Donc j'aimerais bien que les constructeurs arrivent à trouver une solution pour faire des voitures mieux suspendues. Le secret c'est de les faire légères, mais dans ce cas-ci c'est mal parti parce que c'est la version Extended Range, donc il y a une plus grosse batterie, donc une batterie plus lourde. Voilà, c'est comme ça. Donc déjà, c'est cette première impression que je vous dirais, elle m'a l'air, le ressenti, parce que sur le papier c'est pas le cas, mais en ressenti, elle m'a l'air un peu plus lourde que la version traction que j'avais testée précédemment. C'est peut-être dû au fait que je viens de ma voiture personnelle qui est très légère. Mais c'est vrai que c'est un choc. Quand on passe d'une voiture légère à une voiture lourde,
c'est un peu difficile d'emblée rentrer dedans, mais là maintenant ça fait 3 jours que je roule avec et c'est devenu tout à fait normal, naturel. Donc vraiment, c'est une question d'adaptation. Allez, je vais décrire brièvement cet intérieur qui est, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, très bien présenté, très bien fini, des matériaux de qualité. En général, tout ce qu'on touche a un toucher soft. Le plastique est moussé, c'est très bien présenté. Le système multimédia, il est sympa, il est bien fait, il est assez simple d'utilisation, malgré le fait, comme je l'ai déjà dit l'autre fois, que je ne peux m'empêcher de critiquer la décision de Volvo de passer au tout tactile. Il n'y a que quelques boutons ici en dessous, donc dégivrage, warning et téléphonie, des boutons directs physiques. Moi j'aurais bien aimé avoir ça pour ne fût-ce que le réglage de la clim, la température, des choses d'accès rapide qui sont quand même relativement importantes et qui nous permettent de ne pas devoir quitter la route des yeux. Alors je me trompe toujours, je ne sais jamais si c'est dire quitter la route des yeux ou quitter les yeux de la route. Je crois que c'est plutôt quitter la route des yeux. Mettez-le-moi en commentaire parce que je veux être sûr une fois pour toutes. J'ai déjà dit des bêtises précédemment. Bref. Sinon, l'expérience que j'ai eue avec cette voiture au cours des 3-4 jours où je l'ai conduite, elle est très agréable. Mais la position de conduite est bien, l'autonomie elle est correcte. Je dirais qu'en moyenne, j'ai consommé dans les 20 kWh au 100, ce qui fait que si je fais une règle de 3 avec ce qui est disponible dans la batterie, c'est-à-dire 82 kW brut, je crois que c'est 79 net, ben ça me fait un petit 400 km d'autonomie normale. Ce sera moins si je fais de l'autoroute parce que sur autoroute, il faut s'attendre plutôt à 23-24 kWh au 100. Ce sera plus si on fait de la ville. Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans cette discussion de dire ouais j'ai fait plus, j'ai fait moins parce que c'est tellement variable en fonction des conditions de l'utilisation de votre propre conduite que ça ne sert à rien de discuter là-dessus. Il faut savoir que voilà, c'est une voiture qui fait entre 300 dans le pire des cas et 500 dans le meilleur des cas. Que vais-je dire d'autre au niveau de la conduite? Eh bien, il y a une chose qui a changé complètement au niveau de la conduite, c'est, je vais dans le menu conduite, hop, c'est ici, c'est le One Pedal. Alors, si vous allez voir cette vidéo que je vous mets en lien ici, de la version traction, je critiquais justement cette version One Pedal parce que c'était soit marche ou arrêt. Et je mettais en avant le système très bien fait de BMW, système adaptatif, dynamique du One Pedal. Et regardez ce que Volvo a fait, ils ont fait ça. On dirait qu'ils m'ont écouté. Alors, c'est bien, je suis content de ça. Par contre, c'est pas aussi bien que chez BM. Je regrette, voilà, c'est pas aussi bien, mais c'est mieux. Donc en fait, qu'est-ce qui fait cette fonction auto? Eh bien, elle va s'adapter au trafic qui est devant nous. Par exemple, là, maintenant, la voiture qui est devant moi, elle est loin. J'ai lâché la pédale d'accélérateur et la voiture, elle glide, elle plane comme on dit, c'est-à-dire qu'elle se laisse couler, il y a zéro frein moteur. Maintenant, si je vais m'approcher de la voiture, eh bien, elle va ajuster sa force de freinage, donc de régénération, en fonction de la vitesse de la voiture qui est devant moi. Et à ce moment-là, regardez, je vais me rapprocher un peu trop près et je vais relâcher ma pédale et là, elle freine. Vous voyez? Et ça, c'est pas mal parce que quand on est comme ça, on peut se permettre de gérer la distance de façon un peu dilettante. C'est-à-dire que, ok, on va toujours faire attention, mais la voiture est là derrière avec le système pour nous rappeler, attention, tu te rapproches un peu trop, je vais te freiner. Et ça, je trouve que c'est pas mal, notamment pour les gens qui ont l'habitude de faire du col par choc, c'est super parce qu'on garde toujours une bonne distance. Maintenant, est-ce que c'est aussi bien fait que BM? Je trouve pas. Je trouve que le système de BM est un peu plus anticipatif, un peu plus naturel parce que ici, par exemple, dans les virages, je vais essayer, hop, voilà. Dans le virage, elle ne freine pas forcément, alors que dans le système BM, quand on arrive près d'un carrefour ou d'un virage, elle se freine automatiquement. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, c'est un plus, mais peut encore mieux faire. Mais c'est déjà bien Volvo d'avoir fait ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire au niveau de la conduite? Eh bien que j'ai beaucoup apprécié le comportement routier et aussi les performances. La version traction avait des problèmes de motricité. En accélération, en courbe, etc. Quand on mettait pied dedans, il y avait un peu le train avant, on ressentait les effets de couple. Et ici, évidemment, non, vu que c'est le train arrière qui est moteur.
Et ça, c'est top parce qu'on a une voiture qui est plus dynamique, qui a un comportement un peu plus sportif, un peu plus incisif, tout en gardant toujours une superbe motricité. Parce qu'il faut vraiment y aller pour la mettre en défaut de motricité. Donc je dirais belle progression. Le passage à la propulsion est une bonne chose dans ce cas-ci. Au niveau des capacités du coffre, je vous les mets en commentaire. De même, le fait que nous avons un frunk où on peut désormais mettre les câbles. Ce n'est pas le cas ici, mais c'est assez pratique, je dirais, d'avoir un frunk. Et en parlant de câbles, j'en arrive à la recharge. Bien entendu, on a une charge AC et une charge DC. La charge AC est comme avant à 11 kW, alors qu'au niveau DC, on atteint désormais 200 kW. Un petit détail que je voudrais aussi mentionner, c'est par exemple au niveau de l'ouverture du haillon, la poignée se trouve dans un endroit particulièrement salissant, c'est-à-dire vraiment dans la partie basse de l'arrière au niveau de la plaque d'immatriculation. Et comme aujourd'hui, il fait mauvais, il y a de la pluie, la route est sale, et bien on se salit chaque fois les mains. Vous allez me dire, oui, mais on peut utiliser la clé, la télécommande. On est d'accord parce que c'est un haillon qui est motorisé. J'arrive tout doucement à la conclusion de cet essai. Est-ce que le passage à la propulsion sur ce modèle-ci est une avancée? Je dirais oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a gagné en puissance et en couple. Et je pense aussi en équilibre de conduite. C'est mieux que ce soit une propulsion parce que ça libère le train avant du surplus de couple. Parce que vous voyez, quand on a une traction qui a pas mal de couple, eh bien les roues avant doivent à la fois tourner et motricer. Et inévitablement, dès qu'on a beaucoup de couple, eh bien on a des effets de couple dans le volant. Et ici, ça a complètement disparu. On a une direction qui est complètement saine, qui est très bien. Et on a une gestion de la motricité qui est vraiment très très bien faite, même sur route mouillée. Bon, sur la neige, je ne peux pas vous le dire, mais sur route mouillée, c'est très bien. Donc bravo Volvo pour ça. Maintenant, est-ce qu'en conditions extrêmes, est-ce qu'elle ne va pas patiner? Je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas vécu ce type de conduite. Mais franchement, c'est un véhicule qui est très agréable à mener et auquel je me suis habitué au fil des jours. Et voilà, cette accélération qui est vraiment continue, douce, souple. Regardez, ici je suis en virage avec les prises d'appui, c'est très bien, franchement. La prise de roulis, elle est correcte. Voilà, c'est un véhicule bien conçu, bien défini. Je vais conclure là-dessus. Juste le petit regret, c'est la suspension un tout petit peu sèche sur les inégalités et le fait qu'on sent que le véhicule est lourd. Allez, il manque les palettes et le système multimédia qui aurait gagné à avoir plus de boutons physiques en raccourci direct. Sinon, pour le reste, très beau véhicule, bien défini, bien présenté, gabarit correct. Donc voilà, c'est mon évaluation. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on va discuter. Mes amis, je vous remercie pour votre fidélité. Encore une fois, ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas les abonnements parce que la chaîne progresse et c'est sympa. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.